Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le pétrole sénégalais commercialisé à l'horizon 2021. Des échantillons viennent d'être testés. Le ministre de l'Énergie était sur les lieux pour superviser l'avancement des travaux. La menace du syndicat des médecins du Sénégal, le SAMES va vers des journées sans santé. Une décision annoncée à l'issue de son comité exécutif national. Le ministre de l'Enseignement supérieur pour un système apaisé. Cela fait suite à l'adoption des lois concernant la réforme des titres des enseignants et la création des centres régionaux. On en parle dans ce journal politique. L'opposition peaufine sa stratégie pour faire face au régime après l'annonce du référendum du 20 mars prochain. Souleymane Ndéné Ndiaye, qui était pourtant favorable au maintien du septennat, participe à la réunion. En lutte, Gris 2, Abdoulaye Ndiaye prévu le 28 février prochain. Le face-à-face dans les locaux de la TFM promet un combat de feu ce dimanche. Un événement organisé par GFM Entertainment. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les premiers barils de pétrole commercialisés au Sénégal à l'horizon 2021, des échantillons Léa viennent d'être testés. Chère Tidiane, pour l'instant, 3 puits ont été forés. Le bateau utilisé pour cette opération coûte plus d'1 million de francs CFA par jour à l'État du Sénégal. Le ministre de l'Énergie s'est rendu à Sangomar pour constater l'état d'avancement des travaux. Pape Faraning et Modou Diop. C'est maintenant une réalité. Voici le premier échantillon du pétrole sénégalais entre les mains du ministre de l'Énergie et les explorants. Une plateforme pétrolière à 120 km de Dakar. Une découverte qui reconforte. Les premiers barils seront commercialisés d'ici 5 ans. Toutes ces études-là, nous allons le faire d'ici 2017 pour que vers la fin de 2017, nous ayons une étude complète sur le plan économique et technique. Il y a Canada, le fait que 2020, nous avons commencé la production. 2021-20. Ce jour, on a foré un puits et on est en train de faire les tout premiers tests. Et c'est avec émotion que j'ai touché le pétrole qui vient des entrailles du sol marin sénégalais, qui pourra servir pour les générations actuelles et futures certainement. Une visite guidée dans cet immense bateau permet de voir l'ampleur et l'avancement des travaux. Le troisième puits vient d'être foré. Les charges journalières pour disposer de cet appareil me semblent être de l'ordre de 1,2 million de dollars par jour. Et vous avez vu toutes les compétences qui sont réunies sur ce bateau. D'ailleurs, une équipe internationale où il y a à la fois des Africains, des non-Africains, des Européens, des Américains. Et ça prouve que beaucoup de gens croient à la réalité de ce projet. Nous sommes à l'étape d'exploration, mais la flamme de l'espoir est allumée, les premiers échantillons testés. Il y a toute une série d'étapes dans les procédures de tests que nous allons suivre pour voir comme le maximum que le puits pourra produire. Après cette production, il y a d'autres puits que nous allons faire, il y a d'autres étapes dans l'évaluation que nous allons suivre pour pouvoir quantifier les réserves qui sont en place et productibles. Du gaz et du pétrole au Sénégal à Sangomar entre Dakar et Fatick. Avec cette découverte, le Sénégal espère se mettre sur les rails de l'émergence. Les ex-travailleurs de Société Nationale lancent un dernier appel au chef de l'État. Ils n'ont toujours pas reçu leurs indemnités. En effet, toutes les voies de recours sont épuisées pour eux. Ces ex-travailleurs qui se disent victimes de licenciements abusifs ou de la fermeture de leur société seront en assemblée générale samedi prochain pour se faire entendre. Là-dessus, je propose d'écouter les explications de Ndiogou Sorna, leur porte-parole, interrogé par Nafissatou Silla. Aucune indemnité n'a été reversée à ces travailleurs et cela depuis presque une vingtaine d'années. C'est ce qui motive effectivement ce regroupement de travailleurs parce que la plupart d'entre eux ont eu à épuiser toutes les procédures judiciaires. Toutes procédures judiciaires et en majorité ont été vraiment, ce que je peux dire c'est qu'ils ont eu droit sur tous les coups, dans toutes les chambres. Malheureusement, il n'y a pas eu d'exécution. Et cela, vous pouvez le constater, a fait des dégâts énormes dans toutes les familles. Il ne nous reste que le président de la République.
on a rencontré les ministères concernés, les ministères de la justice et même les ministères du travail. Mais depuis lors, il n'y a pas encore eu les résultats escomptés. Et puis nous vous l'annoncions en titre, le Sénégal semble aller vers des journées sans santé. La menace est brandie par le SAMES. Le syndicat des médecins tenait son comité national à Touba ce samedi. Écoutons les explications du secrétaire général Bouli Diop, interrogé par Talla Samb et Mohamed Jo Diop. Imminent qu'on puisse fédérer nos forces, qu'on puisse parler un même langage et qu'on puisse agir ensemble pour que le gouvernement puisse régler nos problèmes. Parce qu'il n'est plus question aujourd'hui de déposer des plateformes. Il est question d'appliquer des protocoles d'accord qui ont été signés. Parce qu'on le rappelle, à l'entame de son mandat, le président disait que le gouvernement ne doit signer que ce qu'il est en tout cas censé mettre en œuvre, appliquer. Aujourd'hui que les protocoles sont signés depuis les 2 ans, il n'y a pas de matérialisation. Ça, c'est problématique. Et l'ensemble des secteurs, en tout cas, les syndicats du secteur, sont unanimes et sont d'accord et que c'est imminent. On va vers des journées sans santé si le gouvernement, en tout cas, ne règle pas les problèmes du protocole d'accord. Nous restons santé toujours à Saint-Louis. Le SUTSAS a tenu en sit-in à l'hôpital en guise de protestation. Les syndicalistes dénoncent de leur directeur qu'ils qualifient de mauvaise. Cependant, les revendications du SUTSAS commencent à agacer une partie du personnel du centre hospitalier. Selon eux, les mouvements d'humeur sont trop fréquents et trop répétitifs. Je vous propose de suivre ce reportage de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les syndicalistes ne parlent plus le même langage avec leur directeur. Ils ont tenu un sit-in ce lundi pour informer l'opinion sur les excès de la direction de l'hôpital. Depuis un certain temps, nous avons gardé le calme. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans une structure où il y a des problèmes et que vous, en tant que chef, vous veniez, vous ignorez tous les problèmes qu'il y a et que vous attendez à ce que vos poches soient remplies pour essayer de faire correctement le travail. Je crois que c'est inadmissible. Les syndicalistes ont aussi dénoncé la cherté de la césarienne, mais également l'augmentation des tarifs de prestations qui passent du simple au double. Aujourd'hui, les tickets de l'hôpital sont extrêmement chers et les populations souffrent. Au moment où, au niveau central, il y a des politiques sociales, notamment la césarienne, les sésames, la gratuité de la prise en charge de 0 à 5 ans. Toutes politiques qui doivent aider les populations sénégalaises. Si à côté de cela, ils ne trouvent rien à faire que d'augmenter les tarifs de consultation et de prise en charge des populations, je crois que c'est parce que simplement, du simple au double, c'est parce que simplement il n'a pas compris sa mission de santé publique. Auparavant, des travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis se sont manifestés pour prendre le contre-pied des syndicalistes. Nous n'accepterons plus que certaines personnes, pour des raisons d'intérêt personnel, essayent de casser la dynamique mise en place, de saper le moral des travailleurs et d'hypothéquer l'avenir de l'hôpital et les droits des usagers. Tous unis contre l'injustice et la démagogie, le personnel sera désormais le gardien de cette structure pour protéger les acquis, les intérêts des usagers et des populations de Saint-Louis. Le SUTSAS a promis d'étendre ses perturbations sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, le système est paralysé durant plusieurs tours d'horloge. Marche des populations des communes d'Inor et de Bounkiling, c'est dans la région de Sédhiou. Elles protestent contre le nombre élevé d'agressions, des violences causées selon eux par des litiges fonciers. Dernière victime en date, le deuxième adjoint au maire et un agent du cadastre. Sur place, on demande que justice soit faite. Bakary Konté et Talla Samb. Nous voulons la justice. Les populations des villages de Medina Lamine Sall, Tobor, Mousdalfa, Bounkiling et Inor déplorent les multiples agressions liées aux fonciers dans les communes d'Inor et de Bounkiling. 2 personnes ont été arrêtées la semaine dernière. Le sous-préfet de Bonna, par arrêté numéro 10, 17 mai 2010, a suspendu tous les travaux entrepris par M. Douessi sur le terrain litigieux après les premiers incidents survenus sur le lieu, ce qui n'a pas empêché M. Douessi de mener librement ses activités sur le dit terrain. En juillet 2011, la famille s'est indignée de cette attitude irresponsable de M. Douessi et le sous-préfet de Bonna
après une délimitation de la parcelle, a suspendu de nouveau la dite parcelle par arrêté numéro 8. Les populations demandent la justice de mettre la lumière sur cette affaire. Nous constatons que chaque fois que M. Duessi et son frère sont déférés devant la justice et condamnés, pour quelques jours, ils sont libérés et reviennent renforcer dans sa position en s'occupant à l'exploitation de la partie affectée à Ibn Arabi Fati. C'est pour toutes ces raisons que nous disons que trop, c'est trop. Nous demandons l'expulsion de M. Duessi dans un délai sur les lieux, car il constitue une menace pour la paix sociale dans la zone et le respect des lois et règlements de notre pays. Interpellés sur la question, les autorités judiciaires précisent que les deux frères-ci ont été bel et bien condamnés après chaque arrestation. Affaire des 690 élèves maîtres. Le jury qui avait déclaré l'admission de ces élèves maîtres vient de confirmer l'annulation de leur admission pour fraude. Désormais, le ministère de l'Éducation se conforme à l'arrêt de la Cour suprême. Selon le directeur de la formation et de la communication du ministère, le jury n'a subi aucune pression. Écoutons Mohamedou Moustapha Diagne. Ses propos sont recueillis par Chérif Dia et Mardia. Le ministre de l'Éducation nationale avait tenu, M. Seigne Beytiam, avait tenu à ce que ces voies de recours soient conformes, évidemment, à l'arrêt rendu par la Cour suprême. Dans cet arrêt, il avait été question de procédure et de vice de forme. Cet arrêt stipulait que seul le jury pouvait, évidemment, statuer en la matière et constater la matérialité de la fraude. C'est pourquoi il a décidé de reconvoquer ce jury à l'identique. Donc le jury a constaté qu'il avait été fourvoyé à l'époque et a décidé d'annuler l'admission de ces élèves maîtres conformément à l'esprit et à la lettre de l'arrêt rendu par la Cour suprême. Il ne pouvait pas y avoir de pression, parce que même pour leur honneur, même pour se laver les mains, ce jury avait besoin, évidemment, parce que l'erreur commise par ce jury, c'est de ne pas avoir vérifié, de ne pas avoir croisé les notes qu'on leur a soumises officiellement par rapport aux notes officiellement contenues, indiquées par les correcteurs. Nous parlons de l'enseignement supérieur à présent avec Marito Ounian qui plaide pour un système universitaire apaisé, cela suite à l'adoption des lois concernant la réforme des titres des enseignants et la création des centres régionaux à Ziguinchor, Bambey et Thiès. Plus de détails avec notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Marito Ounian, a fait face à la presse. Il a évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment l'adoption de la loi sur la réforme des titres et celle portant sur la création des centres régionaux des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor, Bambey et Thiès. Des lois qui participent aux réformes de l'enseignement supérieur. Ce sont aussi des lois consensuelles, puisque ayant été partagées, discutées, avec les différents acteurs. C'est un tournant important dans le cadre des réformes de l'enseignement supérieur. C'est une loi importante parce qu'elle réorganise les titres et les simplifie. Il a tenu aussi à appeler les enseignants du supérieur à faire de l'enseignement un sacerdoce. Marito Ounian veut un système apaisé. Et je pense qu'en allant à la rencontre de la demande des enseignants, c'est aussi l'État qui va demander aux enseignants de savoir que l'État les a entendus. Il s'agit aussi d'entendre les populations, d'entendre les étudiantes et les étudiants et de s'engager à côté de l'État pour que les enseignements puissent se dérouler normalement. Le responsable de l'APR de Ngalel, Bango Echor à Saint-Louis, s'est engagé à battre campagne pour un oui massif dans les différentes collectivités locales du département. Je m'engagerai à côté de lui pour le soutenir, pour battre campagne, pour que le oui puisse l'emporter.
Et puis parlons du premier forum africain des sciences et technologies. Il s'est ouvert ce lundi à Dakar. L'objectif est d'adapter la formation des jeunes à la demande du marché pour favoriser l'employabilité. Pour le professeur Amadou Lamine Ndiaye, il soutient qu'une bonne formation des jeunes en sciences et technologies est devenue une nécessité absolue. Je vous propose d'écouter, il est interrogé par Aminata Mbaresso. Nos pays ont peine à s'industrialiser. Car pour industrialiser ces pays, il nous faut des cadres compétents. Historiquement, je rappelle que l'Institut universitaire de technologie, les instituts universitaires de technologie avaient été créés à leur temps pour former ces cadres intermédiaires dont les entrepreneurs avaient besoin. Mais vous savez, dans notre mentalité, notre objectif et l'objectif de nos parents, c'est de nous faire des études les plus poussées possibles, sans tenir compte de l'employabilité. Malheureusement, là aussi, cela a servi non pas à résoudre un problème, mais à en créer un nouveau. Les jeunes IUT n'avaient qu'une seule ambition, avoir le diplôme, entrer dans l'entreprise, se préparer à la vie active et faire en sorte qu'ils puissent aller à l'école pour poursuivre des études. Et ils ont dégarni ces postes. Donc c'est ça le problème fondamental de notre développement. Nous ouvrons à présent le chapitre politique et je vous le disais en sommaire, l'opposition qui peaufine sa stratégie pour faire face au régime après l'annonce du référendum du 20 mars prochain. Souleymane Ndiaye qui était favorable au maintien du septennat est présent à la rencontre. Mame Biram Diouf, bonsoir, vous confirmez? Mame Biram Diouf, bonsoir. Il n'est pas là. Nous y reviendrons tout à l'heure, avant la fin de ce journal, Léa. En attendant d'avoir Mame Biram Diouf au téléphone, nous parlons de Cheikh Tidiane Gadio qui invite le président à reporter la date du référendum et à inclure la réduction sur le mandat en cours. Si cela ne se fait pas, son mouvement battra campagne pour le boycott. Le docteur Cheikh Tidiane Gadio a clôturé la rencontre des cadres de l'UJOTNA. C'était à Saint-Louis. Estimant que la crise politique ouverte par la non-réduction du mandat résulte en grande partie d'un déficit sévère de concertation et d'une absence regrettable de démarche consensuelle, le MPCL vous suggère fortement de prendre de la hauteur et de procéder au report pur et simple du référendum. Si vous récusez aussi bien le principe du report du référendum que le principe de l'adoption des réformes par l'Assemblée nationale, le MPCL vous demande au moins d'inscrire noir sur blanc dans une disposition transitoire que le mandat en cours est pris en compte dans le décompte des 2 mandats auxquels vous pouvez légalement aspirer. Au passage, nous exhortons tous nos compatriotes à éviter de battre campagne pour le non, puisque le succès du non nous imposerait de facto 2 mandats de 7 ans quand un seul nous désole tant et plus. Au cas où le MPCL enregistrerait une fin de non-recevoir à ces propositions, il ne nous restera qu'une seule option, battre campagne activement pour le boycott. C'est le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Le chef de l'État a reçu cet après-midi les responsables du mouvement Fekke Mathi Bolé. Au cours de cette audience, son président Youssou Ndour a réaffirmé son soutien aux réformes constitutionnelles et décide qu'il va battre campagne pour le triomphe du oui au référendum. Nous allons effectivement, comme tous les alliés, nous mettre au travail aujourd'hui. Donc je suis venu avec les responsables de Fekke Mathi Bolé. Beaucoup d'autres pouvaient être là aussi. Et nous allons vraiment retrouver les troupes pour travailler dans le sens qui est d'avoir une bonne participation pour le référendum et largement le oui. Fekke Mathi Bolé partage la décision du président de suivre le Conseil constitutionnel. Fekke Mathi Bolé aussi partage les autres points qui sont des points très importants qu'il faut expliquer aux Sénégalais. Je peux juste parler de la participation des indépendants
autour des élections. Moi-même, j'étais candidat indépendant. Nous savons les difficultés qu'il y a autour de la candidature indépendante. Voilà, c'était Youssou Ndour donc, qui a été reçu au palais avec son mouvement Feke Mati Bolé. Alors, je vous disais tout à l'heure, l'opposition qui peaufine sa stratégie pour faire face au référendum annoncé du 20 mars prochain. Mambiram Diouf, vous êtes en ligne. Mambiram, bonsoir. Bonsoir, cher Tigane. Alors, est-ce que la rencontre est finie et qu'est-ce qu'on peut retenir ? Voilà, donc merci cher Tidjane Diao. Vous me demandiez tout à l'heure si Souleymane Ndiaye, le président du BNP, si donc il est présent à cette rencontre. Bien sûr, nous confirmons. Donc lui, pour rappel, il avait manifesté donc sa position de voter non au référendum. Alors la rencontre donc cher Tidjane qui vient de se terminer, c'était une rencontre de concertation citoyenne sur le référendum du 20 mars prochain. Alors donc pour l'instant, les différentes parties ne sont pas parvenues à arrondir les angles. Donc pour dire qu'il n'y a pas eu cette position commune pour savoir s'ils vont voter non ou s'ils vont boycotter. Chaque partie donc appelée à informer la base et rendez-vous donc a été pris jeudi prochain donc pour rencontrer la presse d'ici de faire des échanges avec la base pour savoir donc quelle position exacte il faut prendre. Donc jeudi prochain, donc le cadre de concertation élargi va donner sa position. Justement, on dit élargi parce que en dehors de l'UCS, de Bokdiskis, du PDS, de Réumi et également du FPDR, il y a eu d'autres mouvements de soutien, d'autres partis politiques, pour rappel donc l'UNP, Momsereou de Malik Noël Sek. Alors toutes ces parties donc qui étaient présentes à cette rencontre, Cheikh Tidjane Diao. Alors préciser également que le mouvement Y'en a marre a été annoncé depuis ce matin à cette rencontre, mais un de ses membres qui nous avons joint au téléphone nous a précisé que le mouvement Y'en a marre fait partie de notre front, le front du non, Yann et Bagna, donc pour dire tout simplement que Y'en a marre et d'autres également structures mènent le combat de leur côté. Alors donc nous aurons l'occasion, cher Tidjane, de revenir plus amplement sur... Voilà, merci Mambiram. Comme vous l'avez dit, nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons toujours en politique avec le Parti socialiste de plus en plus divisé. Les prises de position du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng qui vont à l'opposé de celles affichées par certains de ses cadres, Léa. C'est le cas d'Aïssata Tall Sall et de Khalifa Sall qui ne sont visiblement pas d'accord avec le ténor du Parti socialiste. Les analystes Pape Sambakan et Momar Diong se prononcent. Où va le PS? Va-t-il résister à la pression? Réaction dans ce reportage signé Aïssatou Paye et Tierno Laurent Mendy. Ils ont préféré mettre l'accent sur l'éthique et le respect de la parole donnée. Et ce faisant, il me semble qu'ils mettent dans le même panier le président Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng, premier pour s'être régné par rapport à son engagement de réduire son mandat, et le second pour s'être dédié récemment sur la promesse qu'il avait faite de ne plus se représenter à une élection présidentielle. Rien qu'une réponse politique, c'est l'avis de Momar Diong. Khalifa Sall et Aïssata Tall Sall exploitent juste une erreur politique. Oui, mais les dissidences vont crescendo. Le socialisme lui-même est dans une sorte de croisée des chemins depuis 12 ans. Si on considère les déboires, les défaites électorales au présidentiel, on peut comprendre que quelques franges dans ce parti cherchent à se positionner, peut-être pas pour eux seuls, non, de garder le statut du Parti socialiste, qui est le statut d'un grand parti. L'analyste politique va plus loin. Le Parti socialiste risque d'éclater comme celui de l'Alliance des forces du progrès. Il me semble que le Parti socialiste ne survivra pas à cette alliance avec Macky Sall. C'est clair, les camps de Khalifa Sall et de Tanor ne font que repousser les séances, mais il arrivera un moment où l'adversité sera réelle entre Khalifa Sall et Macky Sall et conduira bien évidemment à la scission au sein du Parti socialiste. Et que ce référendum-là, ce sera également un tournant. Désaccords croissants, visions stratégiques divergentes. Où va donc le Parti socialiste ? Et nous partons dans le sud du pays où l'opposition n'a pas perdu de temps suite à la décision du président Macky Sall de ne pas réduire son mandat en cours. Les partisans du non et de l'abstentionnisme s'organisent dans la région. Ceux du président Sall aussi, ils ont fait face à la presse pour expliquer leur position. Boubacar Diassi.
Dans la région de Ziguinchor, la vague de dénonciations ayant suivi l'annonce de Macky Sall de ne pas réduire son mandat en cours de 2 ans fait sortir les partisans du chef de l'État. Ils ont organisé une conférence de presse à Ziguinchor pour faire un certain nombre de clarifications. Il s'agit du renforcement de l'indépendance et de la composition du Conseil constitutionnel et de ses prérogatives, du renforcement de l'Assemblée nationale qui aura un rôle majeur d'évaluation des politiques publiques et enfin du retour au quinquennat où ce caractère de la durée est intangible. Il faut dire qu'en plus du camp du non qui s'organise à Ziguinchor, le camp du boycott pur et simple du référendum du 20 mars prochain se met petit à petit en place. Il a été inspiré par le premier magistrat de la commune, Abdoulaye Baldé. Le maire Abdoulaye Baldé est coutumier des faits. C'est une évidence que le oui va l'emporter au soir du 20 mars. Les partisans de Macky Sall à Ziguinchor promettent de ne rien négliger pour contrecarrer les 2 camps. Et puis, retenez que la Confédération pour la démocratie et le socialisme célèbre sa première année d'existence avec un bilan qu'elle juge positif. En conférence de presse ce lundi, plusieurs sujets ont été abordés par les partis de gauche. La question du référendum et des nouvelles réformes constitutionnelles n'a pas été oubliée. La Confédération pour la démocratie et le socialisme dénonce le manque de concertation du chef de l'État avec les partis politiques. Nafissatou Sylla et Diafaraba. La Confédération pour la démocratie et le socialisme fête son premier anniversaire, occasion pour les partis de gauche d'aborder plusieurs questions d'actualité, la plus ponctuelle, le référendum du 20 mars prochain. Sur la question du mandat, qui pour nous n'est pas la question essentielle, nous voulons être vraiment très clairs à ce niveau, le président a considérer que le mandat va être réduit, 5 ans, c'est ça qui va être porté au référendum, mais il ne se l'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué et la CDS a considéré que c'était un engagement entre les 2 tours de la présidentielle et que cet engagement n'a pas été tenu. Dans le même registre, la CDS a donné son avis sur les nouvelles réformes et les membres de la Confédération fustigent cependant l'absence de concertation. La CDS a constaté qu'il n'y a pas assez de concertation, ou il n'y a pas eu de concertation du tout, pour être plus précis, entre la CDS, disons les alliés et l'opposition d'une façon générale, et le président de la République sur la question. Les réformes ont été proposées sans discussion préalable. Après la proposition, il n'y a pas eu de concertation et de discussion. Et le président a décidé de respecter, comme il dit, l'avis du Conseil constitutionnel et de proposer une date, là aussi sans concertation. Après une année d'existence, la Confédération pour la démocratie et le socialisme est dans une logique d'unification et de massification. Avec un premier bilan positif, la CDS se définit attractive, porteuse de projets alternatifs au libéralisme et au néolibéralisme. Le réseau africain des institutions de contrôle et de régulation des marchés publics fait son bilan après 9 ans de réforme sur les marchés publics. Lors de cette rencontre, le directeur général de l'ARMP a annoncé la volonté des autorités de revoir certains points du code de l'agence, des points relatifs à la procédure et au contrôle dans l'acquisition des marchés publics. Plus de détails avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. 9 ans après les réformes sur les marchés publics, le réseau africain des institutions de contrôle et de régulation fait son bilan. Au Sénégal, on note encore des lenteurs dans la procédure et le contrôle pour l'acquisition des marchés publics. Aussi bien au niveau des procédures de passation et de l'approche en matière de contrôle, notamment le contrôle a priori. Je pense que ce sont des questions qui sont adressées dans le cadre de cette réflexion. Et comme je l'ai dit tantôt, les résultats de ces réflexions seront utilisés à bon compte dans le cadre des réformes qui sont en cours. Cette rencontre, une occasion pour les États membres du réseau de réfléchir sur la mise en place d'un code des marchés communs. Cette table ronde, nous avons voulu véritablement en faire un outil de réflexion approfondi pour passer au crible le code des marchés publics. D'abord, nous avons inscrit 3 grands thèmes à débattre.
Le premier thème va porter sur l'harmonisation des procédures de passation et d'attribution des marchés publics au niveau de l'espace africain. Nous sommes dans l'espace UEMOA, mais notre réseau va au-delà des pays de l'UEMOA. Et donc, pour la construction d'un marché commun, il est nécessaire d'avoir les mêmes principes, les mêmes règles de passation et d'attribution des marchés publics. Ce rendez-vous de 2 jours devra permettre aux États participants d'élaborer des démarches nouvelles pour une adaptation du Code des marchés publics à la volonté des gouvernants, tout en tenant compte de la transparence. Nous allons à présent à Koungheul. Le désordre règne à la gare routière de la localité. Des charrettes se disputent l'espace avec les véhicules, en plus du stationnement anarchique qui règne sur les lieux. À cela s'ajoute l'absence d'eau et d'éclairage, une situation difficile qui pousse les transporteurs et les chauffeurs de ce département de Kaffrine à tirer la sonnette d'alarme. Bakary Konté. Des passagers qui se perdent dans les allées, des charrettes d'ânes qui se promènent entre les voitures à la recherche de clients. À la gare routière de Koungheul règne de véritables dysfonctionnements, un désordre causé principalement par une léthargie dans sa gestion. On dirait que la gare routière n'a aucune utilité pour le département de Koungheul. Les véhicules en transit stationnent n'importe où, ils ne respectent aucune réglementation. À ces difficultés viennent s'ajouter le manque d'infrastructures de base. L'eau et l'électricité font défaut, mais la circulation aux abords de la gare routière reste aussi un motif d'inquiétude chez bon nombre de chauffeurs. Le garage n'est pas bien éclairé. Il n'y a pas d'eau. C'est récemment qu'on a eu des toilettes. Le commerce autour de la gare routière est aussi un danger. Cela provoque souvent des accidents, notamment avec les enfants. Au-delà des problèmes liés au fonctionnement de la gare routière, les conditions précaires de vie et de retraite des chauffeurs restent aussi une préoccupation. Pour Bassirou Fall, il faut assurer les chauffeurs de Koungheul une retraite convenable le temps venu. Il est temps que les chauffeurs à la retraite puissent gagner leur pain quotidien, et même plus au niveau de la gare routière. Il nous faut aussi des mutuelles de santé en cas d'accident ou de maladie. Koungheul, le deuxième département de la région de Kaffrine, patauge toujours dans un dénouement total. Le transport, l'un des secteurs qui marche encore, a du mal à sortir de l'ornière. Mais une lueur d'espoir est née. Des élections pour élire un nouveau bureau pour gérer la gare routière va être organisée. Voilà un reportage de Dissa Prera et Dembandao. L'actualité internationale nous mène tour à tour aux îles Fidji, durement frappées par le cyclone de Winston, en Tunisie où l'état d'urgence vient d'être prolongé pour 1 mois. Mais tout d'abord, direction le Burkina Faso, le pays a obtenu de la Côte d'Ivoire l'arrestation de 2 fidèles du général Gilbert Diendéré, impliqués dans le putsch de septembre 2015. Daniel Diouf. Ils étaient en fuite après le coup d'État de septembre dernier au Burkina Faso, mais leur cavale a pris fin en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'adjudant-chef Moussa Nebié, surnommé Rambo, bras droit du général Gilbert Diendéré, et le sergent-chef Roger Kossoubé, alias le Touareg. Ils ont été arrêtés au Burkina. Tous deux étaient membres du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Ces 2 hommes, tout comme plusieurs autres soldats en fuite, font l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice militaire burkinabé. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré avait alors adressé une demande d'arrestation de ces militaires putschistes à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Cette demande avait été faite en marge du 26e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Le dépouillement des bulletins a commencé dimanche à Niamey après un vote sans incident pour le premier tour de la présidentielle au Niger. Le chef d'État sortant, Mahamadou Issoufou, brigue un 2e quinquennat face à une opposition qui soupçonne de la fraude. Le vote a été reporté à lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, dans plusieurs bureaux situés près de Taoua à l'ouest, Agadez au nord et Zender au sud. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a décidé de prolonger l'état d'urgence en Tunisie pour 1 mois supplémentaire. Après avoir consulté le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple sur les questions en lien avec la sécurité nationale
surtout la situation aux frontières et dans la région, le président de la République a décidé de prolonger l'état d'urgence d'1 mois à partir du 22 février 2016. C'est ce que l'on apprend d'un communiqué diffusé par la présidence tunisienne. L'état d'urgence avait été décrété le 24 novembre 2015, quelques heures après l'attaque suicide contre un bus de la sécurité présidentielle qui a fait 12 morts et une vingtaine de blessés. Enfin, les îles Fidji frappées ce week-end par le plus fort cyclone jamais enregistré dans l'archipel du Pacifique. Le cyclone Winston a fait au moins 20 morts. L'état de catastrophe naturelle a été décrété par le gouvernement qui prévoit de le maintenir en vigueur pendant 1 mois. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Lutte grille 2 de l'écurie face sur de lui vindicatif. Abdoulaye Ndiaye de l'écurie Ndakaro prête à tout pour gagner entre les deux jeunes poids lourds. Il faut s'attendre à un combat de feu dimanche prochain 28 février. C'est ce qui ressort de ce face-à-face qui s'est tenu hier dans les locaux de la télé Futur Média. Cher Sadi Boudiara Aliatala. Grille 2, Abdoulaye Ndiaye, le duel qui s'annonce explosif. Des stratégies de combat des deux lutteurs sont sans équivoque. Je vais l'attaquer comme j'ai l'habitude de le faire dans mes combats et j'espère que je vais remporter la victoire. Je vais m'adapter à la physionomie du combat, qu'il y ait de la lutte pure ou de la boxe. Abdoulaye Ndiaye, pensionnaire de l'écurie Ndakaro, va vers son premier grand combat de lourd dans l'arène. Ce qui pousse le fils de l'ancien lutteur Robert à se considérer outsider. C'est Grille 2 le favori. Grille 2 assume le statut de favori du combat. À son fief, la Médina, le sociétaire de l'écurie Fass, promet la victoire. Je suis le favori, je l'accepte volontiers. Donc dimanche, je vais fêter ma victoire. Le vainqueur de ce duel de jeunes mastodontes sera connu dimanche prochain. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, Chartinen. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images, mais je vous laisse avec Chérif qui est déjà en place pour la suite de la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, et merci beaucoup. Merci aussi à vous, Léa.